Les gens disent que quand tu tombes, tu dois toujours te relever. Moi, je dis le principal, c'est de ne pas tomber. Quand j'ai eu les résultats, j'étais avec quelques amis. Et évidemment, tout le monde s'est mis à pleurer. Et là, tout de suite, j'ai dit, je vous interdis de pleurer. Moi, j'ai pas l'intention de mourir. On fait un repas et quelqu'un lance sur le VIH. Je parle des années fin 90. Et donc là, on entend toutes les horreurs habituelles, les camps, le tatouage. C'est des assassins, ils contaminent leurs enfants. Et on était des assassins, il fallait porter plainte contre nous. Si jamais il y avait un préservatif qui cassait, par exemple, eh ben, il fallait porter plainte contre nous. Il y a des plaintes, il y a des plaintes. Il fallait nous stériliser aussi. Il fallait nous stériliser. Puis voilà, donc c'était soit des homosexuels, soit des drogués, soit des traînés. Et je dis, mais... Et donc, par exemple, vous, si par exemple vous avez une amie, un ami qui est séropositif, vous lui ferez plus la bise, vous mangerez plus chez lui, ils étaient chez moi. Vous allez le regarder comme quelqu'un qu'il a bien cherché, en fait. Qu'il a bien cherché. Et donc, la majorité, c'était, ben oui, je fais donc, vous lui parlerez plus, vous lui tournerez le dos. J'ai d'accord, et j'attends que le repas se termine, et voilà. Je dis, ben, cette personne, c'est moi. Je dis, cette personne, c'est moi. Je suis séropositive depuis 1991. Je suis une survivante. La maladie, on sait comment l'arrêter aujourd'hui. On se fait dépister, on est traité, on ne peut plus la transmettre. Indétectable égale intransmissible. Aujourd'hui, il y a 25 000, on estime à 25 000 personnes en France qui sont malades et qui l'ignorent. Et en fait, ce sont eux, malheureusement, qui sont encore ceux qui meurent, qui sont ceux qui contaminent, parce qu'un séropositif qui le sait et qui est traité est indétectable. Indétectable égale intransmissible. Ça veut dire qu'un séropositif qui est traité, qui a une relation stable ou pas de relation, c'est souvent ça, ne peut pas contaminer. Ne peut pas contaminer. Et moi, je veux leur dire aux gens, mais allez vous faire dépister. Allez vous faire dépister parce que vous sauvez votre vie, vous sauvez la vie de la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous comptez être un jour. Il faut savoir qu'on peut faire un TROD, un test à détection rapide, et une pique au doigt, comme la goutte pour la glycémie. En 15 minutes ou 30 minutes, on va vous dire positif, négatif. Pendant le Covid, on avait une opportunité incroyable. On a envoyé tout le monde se faire tester, même des gens qui n'avaient aucun symptôme. On a envoyé des gens se faire tester sur des soupçons que peut-être ils auraient pu contracter le Covid. Mais à ce moment-là, on aurait proposé un TROD à tous ces gens. Enfin, on aurait déjà trouvé plein de ceux qui sont malades et qui ne le savent pas. On ne leur a pas proposé ça. Pourquoi ? Il faut savoir que quelqu'un qui a eu une relation à risque peut aller dans n'importe quel service des urgences, n'importe lequel, et recevoir un traitement prophylactique qui va lui éviter de contracter, de développer le VIH si cette personne a été contaminée. Évidemment, c'est mieux dans les 6 premières heures, mais tu as, je crois, jusqu'à 48 heures pour y aller. On ne le dit pas. Pourquoi ? Il y a aussi le problème des surcontaminations. Ça, c'est très grave. Et on le retrouve, évidemment, beaucoup chez les gens qui n'ont pas été, qui sont pas fait dépister. Il est là aussi le problème. La surcontamination, c'est quoi ? Faut pas croire. Tu as le VIH, ok, c'est bon, tu peux avoir des relations non protégées avec quelqu'un d'autre qui a le VIH. Non. Il n'a pas la même souche que toi, en fait. Même si vous arrivez avec, à la limite du sida déclaré, c'est arrivé à quelqu'un que je connaissais, et donc évidemment il était catastrophé, c'était terrible pour lui, sa vie s'arrêtait, il allait mourir. Je dis alors pas du tout, rassure-toi, maintenant il y a quand même la trithérapie.
On est vivant, mais dans quel état? J'ai quand même fait le cobaye pendant des années, parce qu'on était des cobayes hein, pour les traitements, pour notre survie, mais on était quand même des cobayes. Moi, les 5 premières années, j'avais pas de traitement. J'en avais pas besoin. On me suivait juste jusqu'au jour où j'ai bêtement attrapé une salmonellose. Je dis bêtement, vraiment, c'est une erreur que j'ai faite. Et là, j'ai frôlé la mort. Hein. Tu vois presque plus, t'entends plus, t'as plus assez de force pour faire fonctionner les poumons. On te fait une ponction lombaire à vif, tu la sens pas, c'est que t'es en train de mourir. J'étais descendue tellement bas qu'évidemment, après, on pouvait plus prendre le risque de ne pas me traiter. Je prenais 30 comprimés, 30, je vais en pleurer, 30 gélules comme ça par jour. Tu peux même pas manger, en fait, dès que tu les prends. Donc déjà, il faut savoir que chaque fois qu'on me donnait un nouveau traitement, je finissais aux urgences. Avec des plaques de toutes sortes sur mon corps. Des diarrhées, des vomissements, des douleurs pas possibles. Et donc, je prenais 30 boules comme ça, immondes. Et dès que tu les prenais, 15 minutes après, t'avais l'impression qu'on t'enfonçait des poings dans les yeux, qu'on te mettait des tournevis dans les oreilles, ta tête allait éclater. Tout ce que tu touchais, t'avais l'impression qu'en fait, t'avais été brûlé et qu'on t'arrachait la peau de tes mains. Et ton ventre était tordu, il fallait boire en plus 3 litres d'eau par jour, tu t'allais faire pipi tout le temps. Je travaillais. Je devais quitter mon poste tous les quarts d'heure. T'es bousillé. D'ailleurs, on m'a mis en invalidité à cause de l'état dans lequel j'étais dû aux médicaments. Il y a des moments, enfin, surtout à l'époque, hein, t'en peux plus, quoi. T'as envie que ça s'arrête, quoi. C'est juste... voilà. Aujourd'hui, moi, j'ai 1 comprimé par jour. Alors, il faut pas croire qu'on a moins. En fait, il y a 4 molécules dedans. Ils les ont compactées, donc c'est de la bombe. Hein. C'est de la bombe. On a quasiment plus d'effets secondaires. Alors, demander aux gens d'avoir honte, d'avoir aimé quelqu'un, je trouve que c'est une honte. Voilà. Un jour, j'ai un petit garçon que j'aimais beaucoup, qui devait avoir 5 ans à l'époque et qui était tout le temps avec moi. Et je voulus le prendre dans mes bras comme d'habitude, lui faire des bisous comme d'habitude. Et il s'est enfui en hurlant. Et il criait, il est parti derrière la porte, il a claqué la porte. Et je lui disais, mais qu'est-ce qu'il y a? Ben viens, tu peux me faire un bisou? Et il s'est mis à hurler. Non, j'ai peur, je veux pas que tu me touches. Je veux pas attraper. T'as la maladie qui fait mourir les gens. Et donc je lui ai dit, mais c'est pas ma maladie qui fait mourir les gens. Ce qui fait mourir les gens, c'est le manque d'amour. Et le pire truc, mais ça je te l'avais dit, je crois, qui m'est arrivé, le pire, c'est vraiment quelqu'un qui me plaisait énormément, et qui m'avait vu où je bossais et qui venait exprès pour venir faire les courses là où je bossais pour passer à ma caisse. Et un jour, il déménage ici, à Villeneuve-Loubet, hein, pour être plus près. Et je le vois au feu rouge et il fait un immense sourire. Et plus tard, on en discute et je dis, ah là là, mais je crois que je fais le jour où j'ai vraiment fondu, ça a été le sourire que j'ai vu. Il me dit, mais ce sourire avait beaucoup d'importance. Quand je t'ai vu là, arriver là en voiture et que je t'ai vu en face de moi, je me suis dit, un jour ce sera ma femme. Et dans la foulée, il dit, mais comme tu sais que j'aspire à être un grand chef, ce qu'il est devenu, et que en fait on ne peut pas travailler si on est porteur du VIH, et ben de toute façon il ne se passera jamais rien entre nous. Les gens gentils, hein, pourquoi tu fais un enfant, mais tu vas mourir, vous faites un orphelin, vous faites un enfant qui va être malade. Au début, quand j'ai contracté le VIH et que j'étais la première fois à l'hôpital, dans les sous-sols de Cimiez, dans les caves,
J'étais très jeune, j'avais 20 ans. Et là, je me suis dit que jamais j'aurais d'enfant et que même si c'était un jour possible, j'en voudrais pas parce que j'ai vécu une scène qui était juste terrible. J'arrive dans la salle d'attente et il y avait une petite fille qui était là, qui avait 5 ans, qui était toute seule, qui était squelettique, qui était dans un état dramatique. Et ses parents arrivent avec le médecin et lui disent viens, maintenant c'est ton tour, on va voir le médecin et on va voir ce qu'il peut te donner maintenant. Et la petite fille se met à pleurer, elle dit je ne veux plus. Elle dit je veux plus, je veux que ça s'arrête, je veux m'en aller. Et en fait, à l'époque, t'avais un enfant sur 4 qui était contaminé. Et il mourait très rapidement et dans des circonstances pas possibles. Parce que déjà qu'il n'y avait pas de traitement quasiment pour nous, mais il y en avait encore moins pour eux. Et donc j'ai attendu longtemps, j'ai attendu que la science progresse. Et donc, quand on est arrivé à un taux de 0,3% de risque de contamination, là, ok. Là, alors c'était très encadré. Hein. Tu as tout un protocole, hein. Tu as un suivi qui est très pointu. C'est pas n'importe qui te suit, c'est un gynécologue qui sait. J'ai eu donc une césarienne programmée alors que mon taux d'anticorps était suffisamment haut pour que potentiellement, voilà, le virus ne circulait pas. Donc potentiellement, j'aurais pu accoucher normalement. Mais j'ai préféré vraiment mettre toutes les chances de mon côté. Donc tu as une césarienne programmée. Et ensuite, donc quelques heures avant, on commence à te passer une perfusion. Donc tu ne peux pas allaiter ton enfant. Et le plus terrible va suivre. C'est que donc, césarienne, et là tu te dis, je ne peux pas allaiter mon enfant, mais je vais avoir un premier lien. Donc on va me le donner. Et on avait oublié de me dire que pas du tout. Pas du tout. Césarienne, et là on te tend ton bébé, et on fait un bisou à papa, un bisou à maman, et on part très vite avec ton enfant. Enfin, c'était comme ça en tout cas quand elle est née. Donc tu pourras pas l'allaiter, t'as pas de peau à peau, t'as pas tout ça. Donc t'as un enfant, certes, mais ton premier lien de maternité n'y est pas. Et là, on emporte ton bébé parce que donc elle était tout de suite plongée dans de l'eau de Daquin. Pour ceux qui ne savent pas, c'est de la javel, hein, on va dire ce qui est. Tout de suite, prise de sang. Et tout de suite, à la pipette, elle avait donc du rétrovir. C'est horriblement amer. Et tu dois lui donner toutes les 6 heures précises. Donc, ça tombe pas forcément au moment des biberons. Donc, en fait, ton enfant dort jamais et puis toi non plus. Hein, parce que là, s'il vient de s'endormir, pas de chance. C'est vraiment 6 heures précises. C'était comme ça, hein, du moins. Le protocole actuel, j'avoue, je l'ai pas redemandé. Parce que forcément, au début, ton enfant, il y a tes marqueurs à toi. Et donc, il faut qu'on voit si, en fait, c'est tes marqueurs ou s'il a vraiment le VIH. Et elle, très rapidement, à un mois, m'a dit on peut arrêter. J'en veux pas aux gens qui ont peur. J'en veux pas aux gens qui ont peur. Par contre, quand tu as les outils pour t'informer, que tu ne le fais pas, et que ton ignorance te rend peureux, et qu'à cause de ta peur, tu dénigres des gens, tu les rejettes, tu les blesses, tu les détruis, parce que j'ai une force de caractère. Tout le monde ne l'a pas. Tout le monde ne l'a pas. C'est quoi cette façon de traiter les gens? On était plein de nanas célibataires, et puis celles qui connaissaient des gens, ils présentaient quelqu'un à une copine. Et un jour, je dis « Ah, et moi et tout, personne ne me présente quelqu'un ?» Mais non, mais... Alors je dis, mais c'est parce que je suis malade? Mais pas du tout. Mais pas du tout. Mais tu sais, c'est là que j'avais entendu. Mais il n'y a pas des sites de rencontres pour entre vous? D'accord. Si on pouvait sortir des clichés, j'arrive avec mon compagnon...
qui avait des plaques rouges, mais qui étaient dues en fait à de la cortisone qu'il prenait pour autre chose, etc. Et on prend rendez-vous chez un dermatologue et il rentre. Et au téléphone, on avertissait parce que certains médecins ne voulaient pas nous recevoir. Donc on rentre, bonjour docteur, à l'époque il n'y avait pas eu de Covid, on pouvait serrer la main aux gens, il tend la main et le dermatologue recule et lui dit non, je vais regarder comme ça. Donc levez votre t-shirt, il regarde comme ça et il fait non mais bon de toute façon vous êtes séropositif, hein, c'est un sarcome de Kaposis. Ok. Quand j'avais été je devais faire une prise de sang et je dis non mais mes veines on ne les voit pas beaucoup, ça va être compliqué de me piquer. Et là l'infirmier, enfin le laborantin, l'infirmier, hein, c'est ça, me dit ah sans doute une veine un peu trop piquée. Donc dans l'inconscient collectif, VIH est toujours égal à toxicomane, choses comme ça. Je rappelle quand même à toutes fins utiles que les nouvelles contaminations sont majoritairement 52%, je crois, peut-être un peu plus, des personnes hétérosexuelles, ensuite des personnes homosexuelles et 1 ou 1,5% de toxicomanes. Est-ce que ça a changé aujourd'hui? Ben, j'ai envie de dire pas trop. Hein. On va essayer d'être honnête, les gens ne te le disent pas, les gens ne te le disent plus en face. Toutes les horreurs qu'on a pu entendre étaient dites ouvertement, maintenant elles le sont implicitement. Comme là où je devais avoir une intervention chirurgicale et en fait c'était ok, le médecin dit qu'il faut cette intervention chirurgicale bénigne, etc. Et quand il me demande mes antécédents médicaux et que je dis VIH, il me dit non, bon, alors, écoutez, on va pas la faire. On va pas la faire. Donc on te balance à la face mais tes interdictions de vivre en fait, tes interdictions d'aimer, tes interdictions de faire tel ou tel travail, tes interdictions d'avoir une vie sociale. On te fait vivre dans l'indignité parce qu'on te demande d'avoir honte. Hein. On te fait vivre dans la honte et on te fait mourir dans la honte. Quand tu prends les soins aux morts, les soins aux personnes décédées, eh ben, la toilette mortuaire n'est autorisée que depuis le 1er janvier 2018. On te laisse partir dans la honte puisqu'on ne te lave pas. Et t'as un cercueil plombé. Chut, faut pas le dire. En fait, il y a beaucoup de personnes, mais vraiment beaucoup de personnes, leur famille ne sait pas. Les gens qui vivent avec le VIH, qui le savent, qui ne le disent pas, par peur du jugement auprès de leur famille, du jugement, ou même par peur de leur faire du mal. Il faut le dire parce que ils peuvent l'apprendre après. Et ils vont se dire, mais j'étais qui? C'est mon fils, c'est ma fille, c'est mon frère, et il me l'a pas dit. Et puis plus on le dit, moins c'est tabou, parce que ne pas le dire, garder ce tabou, ça veut dire, vous avez raison de nous faire porter la honte. Je m'appelle Sylvie, je vais avoir 52 ans. Je suis villeneuvoise et je suis porteuse du VIH depuis septembre 1991. Toujours en vie. Tu m'as toujours pardonné. Oh, tu m'as tout donné, mon amour. S'il faut nous en retourner, je partage le compte à rebours.